pour que ceux qui ne sont pas intéressés puissent s'en aller. Alors, d'abord, je vais recevoir Bernard Anthony, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est député européen, membre du Front National, président de la Griffe, président du cercle, je vais pas y arriver, ça y est, de Créativité Solidarité, président du Centre Charlier, président de quoi encore, président? Non, ça va, ça ira bien pour ce soir. Père de famille, maître de chien, petite chienne. Une petite chienne qui s'appelle Praline. Praline, comme le mien s'appelle Caramel. Voilà. On va essayer de faire une opération de confiserie. Parce que donnent les pralines au caramel ou les caramels aux pralines. Voilà. Tout ça, ça intéresse beaucoup les auditeurs, bien entendu. Je pense bien. Ensuite, Suzanne Labin. J'espère réaliser quelque chose qui a été très rarement réalisé sur une radio. C'est d'avoir à la fois l'auteur d'un livre à son sujet, puisque on parlera d'un livre consacré à Suzanne Labin, qu'on connaît tous, qui est une grande journaliste et un grand écrivain politique, qui a été un modèle qui est un modèle d'ailleurs pour nous tous. Et on va recevoir également Élie Hatem, qui vient lui consacrer un livre, L'étonnante Suzanne Labin, son œuvre, sa lutte, son message. On va voir s'ils sont d'accord. À mon avis, ils devraient s'entendre. Bon. Ça n'a pas l'air de vous intéresser du tout ce que je dis, monsieur le député. Mais j'écoute avec beaucoup d'attention, mais inquiet devant le tour de force que vous devez réaliser. C'est donc une certaine pudeur qui fait que je faisais semblant de ne pas vous écouter. Ensuite, il y aurait Marc Dème, normalement. Alors j'appelle Marc Dème à m'appeler. Ensuite, nous recevrons le commandant Consol. Vous savez, le commandant Consol, c'est un personnage assez étonnant. C'est une sorte d'aventurier qui vit en Afrique sur un bateau qui évoque l'Africa Queen, mais en plus gros, et qui s'appelle le Bou El Mogdad, et qui emmène des passagers en croisière sur le Sine Saloum, sur le fleuve Saloum. Bernard Anthony le connaît. C'est un personnage de légende. Il arrive d'Afrique, il est rentré hier, et il va venir nous raconter un peu ce qui se passe au Sénégal, ce qui est intéressant d'abord parce que c'est ce que le commandant Consol a à raconter est toujours passionnant, et ensuite parce que en ce moment on parle beaucoup du Sénégal avec la disparition des 4 touristes français en Casamance. Voilà. Et puis normalement on devrait pouvoir laisser quelques minutes à Michel Blanza pour nous raconter ce qu'il a glané comme bévue de presse. Et puis voilà, ça devrait être tout. C'est tout, Victoria, vous voyez rien d'autre? Pour le moment, non. Bon. Pour commencer donc, une petite revue de l'actualité. Je dois dire que je ne suis pas médiocrement fier du travail que j'ai réalisé, en prenant les positions politiques marquées que les auditeurs attentifs ont entendu les 2 semaines précédentes, parce que le résultat, on voit ce qu'il est. Et le fait est que j'ai été le seul sur cette radio à soutenir une position qui n'était pas celle consistant à voter Chirac au 2e tour. On m'en a fait de vifs reproches. On a même reproché, ce qui est quand même un comble, à Jean-Marie Le Pen d'être venu dans mon émission. Peut-être parce qu'on craignait que ça ne le compromette. Allez savoir. En tout cas, le résultat, c'est que Chirac a été élu, malgré mes efforts. Donc vous voyez que finalement, c'était moins grave que vous ne le craigniez. Et que maintenant, cette radio ne peut pas être considérée comme une radio chiracienne, puisque j'étais là pour dire le contraire. Et par conséquent, c'est une radio pluraliste, et c'est même une radio qui a un caractère d'opposant, et maintenant, M. Chirac est forcé de reconduire notre autorisation, sans quoi il passerait pour un dictateur. Donc, finalement, j'ai servi à quelque chose. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Merci. Voilà, je voulais dire ça. Maintenant, les choses sérieuses étant évacuées, nous allons saluer par la rediffusion d'un extrait d'une des toutes premières émissions de Radio Courtoisie, puisque c'était le 11 novembre 1987. Nous allons saluer la montée au ciel de notre ami Jacques Izorni, de notre ami respecté Jacques Izorni, qui a été, et c'est un signe aussi, vous savez que c'est un grand avocat, qui a été l'avocat du maréchal Pétain, qui a été l'avocat de Bastien Thierry, qui a été l'avocat de beaucoup de grandes figures de l'histoire de France dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est mort hier. Donc je voulais saluer sa mort. Je dirais une fois de plus, au risque de choquer, que moi je ne suis pas attristé par la mort de quelqu'un qui a 85, 86, 90 ans et qui a accompli sa vie comme Jacques Izorni l'a accompli. Il monte au ciel comme un bouchon monte à la surface
d'une rivière. C'est pas triste la mort d'Izornis, c'est quelque chose qui accomplit, qui parachève une existence de dévouement, d'honneur, et donc il ne faut pas s'attrister, il faut simplement saluer quelqu'un qui a fait du très 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 beau travail, qui a été un personnage magnifique, qui a apporté quelque chose de très important à la profession à laquelle il appartenait, puisqu'il a été l'honneur du barreau français pendant un demi-siècle. Il n'a pas été le seul, mais il a été l'honneur du barreau français pendant un demi-siècle. Il a été un formidable défenseur de la France française, et maintenant il peut se reposer sur son petit nuage et regarder ses successeurs. À mon avis, le connaissant comme je le connaissais, dès qu'il sera remis du voyage, il va commencer à bien rigoler. Et donc voilà, on va écouter un tout petit morceau de l'émission, d'une des toutes premières émissions de Radio Courtoisie. Je dis, c'était le 11 novembre 1987. Et comme ça, on pourra entendre sa voix un petit peu. Je n'ai pas de définition de la patrie, mais j'aime invoquer certains faits qui sont ceux de la patrie. Et si je suis ici ce soir, c'est que précisément, j'envisage, pour parler de la patrie, de rappeler ce qui s'est passé et ce qu'a dit le maréchal Pétain lorsqu'il a fait son discours de réception à l'Académie française et qu'il a succédé ce jour-là au maréchal Foch. Je crois que le plus simple est que je vous rappelle les mots qui ont été prononcés par le maréchal Pétain lui-même, évoquant la figure de Foch. Il disait: cependant, l'admirable manœuvre ne s'accomplit pas. Le grand soldat qui avait fait de l'attaque décisive l'aboutissement de sa doctrine et la clé de voûte de son enseignement devra reposer son épée avant d'avoir détruit l'adversaire. L'armistice qu'il a signé le 11 novembre en territoire français épargne à l'orgueilleuse armée allemande un humiliant désastre et lui permet de repasser le Rhin sans être inquiété. Pourtant, la victoire, écoutez bien ceci, pourtant la victoire, quoique inachevée, était éclatante. Elle couvrait le maréchal Foch d'une gloire impérissable, plus pure que celle des grands conquérants, parce qu'il avait acquis au service du droit, plus retentissant et plus rare, parce qu'il avait sauvé non seulement son pays, mais le monde civilisé. À cette victoire, la France entière participait, car ce long effort, chacun avait apporté sa contribution. Le triomphe venait cependant non seulement de la valeur des chefs, mais aussi de l'héroïsme des soldats, du labeur des usines et des vertus, écoutez le mot, du patriotisme de tout un monde, de tout un peuple. C'est le mot que je cite, du patriotisme de tout un peuple, et je ne crois pas qu'on puisse l'oublier. Et alors, il terminait par cette figure qui est tout de même assez émouvante. Cette figure appartient désormais à l'histoire. Déjà, les acclamations qui montaient vers Foch le 14 juillet
1919, la douleur muette de Paris. Au jour de ses funérailles, on prouvait la pieuse reconnaissance de tout un peuple. Aux yeux de la France, Foch a été le grand vainqueur de la guerre. La postérité lui gardera cette auréole. Je crois qu'on ne peut pas dire en plus de mots, plus de choses, et plus chargé de plus d'émotions. Je vous remercie de nous avoir lu ce texte qui est d'ailleurs... Voilà, c'était Jacques Izorni en 1987 au micro de Radio Courtoisie. D'ailleurs, vous avez entendu ce qu'était le micro de Radio Courtoisie en 87, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Parce qu'on on était non pas dans le studio somptueux qui est aménagé aujourd'hui, mais dans la salle du bureau de Radio Courtoisie, autour d'une table, et on entend les voitures qui passent, on entend les téléphones qui sonnent, on entend quelqu'un qui vient parler en aparté pendant que Jacques Izorni parle dans le micro. C'était vraiment la préhistoire de la radio. Et depuis, on a fait des progrès formidables, puisque maintenant, on n'entend pratiquement plus rien. On n'entend même pas les imbéciles qui se préparent à aller assister au match de foot. Vous savez que c'est extraordinaire, parce que il y a... qu'est-ce que c'est? C'est Milan? Non. Milan-San Remo ou avec Remo? Non? Non, qu'est-ce que c'est? C'est Lisbonne? Milan, non, c'est pas Lisbonne. Barcelone contre... Barcelone contre les Anglais. Contre les Anglais, ça veut dire quoi? Arsenal. Barcelone contre Arsenal. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'on n'a pas assez d'imbéciles en France, on est obligé de les faire venir d'Angleterre et d'Espagne. C'est quand même extraordinaire. Ils auraient pu aller faire ça chez eux. Barcelone aurait pu aller à Arsenal ou Arsenal à Barcelone. Moi, personnellement, on s'en fout. Ce qui nous aurait permis de nous garer tranquillement. Non, il faut qu'ils viennent faire ça à Paris. Leur cochonnerie, il faut qu'ils viennent les faire à Paris. Je vous dis, moi, là, si c'est comme ça, je vais aller jouer au foot en Espagne. Bon, ça, ils seront contents. Oui, sûrement. Bien. Donc, salut Maître Izorni, et puis un de ces jours sans doute. J'espère qu'on se retrouvera au même endroit, parce qu'à mon avis, vous devez avoir une bonne place. Tiens, je vais vous donner un exemple de censure radiophonique. J'ai entendu ça ce matin. C'est pas moi qui l'ai entendu. Enfin, je l'ai entendu, mais c'est un ami qui me l'a fait remarquer. Pendant 2 heures, très tôt ce matin, on a entendu la retransmission du discours de Mitterrand, qui disait que les nations avaient le droit de se défendre contre les minorités qui les opprimaient. Et puis d'un seul coup, ce texte s'est arrêté. On n'a plus entendu Mitterrand dire que les nations avaient le droit de se défendre contre les minorités qui les opprimaient, mais on a entendu un journaliste qui nous a dit que les nations avaient le droit que selon le président de la République, selon le discours du président de la République prononcé à Moscou, les nations avaient le droit de se défendre contre les puissants. Voilà, j'en dis pas plus. Je laisse à Michel Blanza le soin de méditer. Mais il y a peut-être des minorités opprimées, des minorités puissantes. Puissantes et oppressives. Parce qu'il y a des minorités non opprimées. Va savoir. Tout est possible. Tout est possible. Mais je sais pas. Moi j'ai trouvé ça curieux, effectivement, que ça se passe comme ça. Donc on en conclut ce qu'on veut. On n'est même pas obligé d'en conclure quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a un autre exemple de censure. C'est pas vraiment de la censure, mais ça y ressemble quand même. Ce soir sur Arte, il y a une émission qui est consacrée à ce qu'ils appellent les massacres de Sétif. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Sétif il y a 50 ans? En 2 mots, je ne vais pas développer le sujet. Au mois de mai 1945, il y a eu une grande manifestation de célébration de la fin de la guerre à Sétif, et au milieu de la manifestation, on a vu jaillir des drapeaux et des banderoles appelant au soulèvement et à l'indépendance algérienne. Ça a provoqué une émeute au cours de laquelle la police a fait son travail de police, c'est-à-dire qu'elle a remis de l'ordre à sa manière, c'est-à-dire pas en distribuant des bouquets de violettes. L'armée s'y est mise aussi, et le résultat c'est qu'il y a eu, figurez-vous, des morts. Et alors, Arte, la télévision que personne ne regarde, a consacré donc un sujet à cet épisode tragique de l'histoire de France et de l'Algérie, qui était à l'époque la même chose. Et pour ça, ils sont allés voir les gens d'Arte, une journaliste d'Arte est allée voir une des 3 personnes qui a consacré un travail d'historien à cette affaire de la rébellion de Sétif, c'est-à-dire Madame Francine Dessaigne. Madame Francine Dessaigne a écrit un livre que j'ai sous les yeux qui s'appelle La paix pour 10 ans, qui est paru en 1990 aux éditions Jacques Gandini, et qui est avec un drame algérien d'Émile Vallet paru en 1946, qui est un recueil de témoignages, et le 8 mai en Algérie, paru en 87, de l'historien algérien Redouane Aynad Tabet,
Donc, La paix pour 10 ans est le seul ouvrage traité par un auteur français qui raconte l'affaire du 8 mai 45. En novembre 94, donc une journaliste a rencontré Madame de Seigne, une journaliste d'Arte. Elle a demandé à Madame de Seigne des adresses de témoins. Elle a enregistré pendant plus de 2 heures le témoignage de Madame de Seigne. Elle a discuté avec elle à bâton rompu. Madame de Seigne lui a exposé sa thèse qui figure dans son livre La paix pour 10 ans et qui est tout à fait démonstrative. Et cette conversation étant enregistrée par cette journaliste au motif que la journaliste en question voulait étudier à tête reposée les points qu'elle traiterait d'une façon plus détaillée au cours de l'émission, cette journaliste est partie et après avoir demandé à Madame de Seigne si Madame de Seigne accepterait de témoigner devant une caméra. Madame de Seigne a répondu oui, à condition d'avoir la certitude de ne pas être censurée ni que mon propos soit transformé ou reproduit d'une façon déformée. Et puis Madame de Seigne n'a plus de nouvelles. Au mois de mars dernier, sachant que l'émission allait passer au mois de mai, elle a téléphoné à cette journaliste en disant « Je suis quand même étonné de ne pas avoir de nouvelles ». Et la journaliste lui a répondu « Votre témoignage n'a pas été retenu parce que nous ne voulons produire que des témoins directs ». Alors Madame de Seigne, qui est une dame bien élevée, s'est inclinée en disant « C'est vrai que moi je ne suis jamais qu'une historienne et chacun sait que les travaux d'historien n'ont pas la valeur des témoignages directs ». C'est d'ailleurs une règle absolue en matière d'histoire maintenant depuis certaines lois qui ont été votées et qui établissent d'une façon absolument irréfutable que le travail des historiens passe derrière les témoignages directs. Et puis dans l'émission Arte, dans l'annonce de l'émission qui a été publiée par Arte Magazine, parce que Arte, figurez-vous, publie un magazine, je ne sais pas si vous l'avez jamais vu, moi c'est la première fois qu'il me tombe sous les yeux. Il est à peu près introuvable, il faut peut-être le demander. Vous devriez essayer de le demander à Arte. Donc dans Arte Magazine, il y a une annonce de l'émission où on lit, écoutez bien, je vous rappelle que la journaliste a dit à Madame de Seigne qu'elle ne l'invitait pas à l'émission, qu'elle n'avait pas recueilli son témoignage parce que ce n'était pas un témoin direct. On est bien clair, hein? Et quand l'annonce de l'émission paraît dans Arte Magazine, on lit « Les témoins sont des Algériens ayant participé de près ou de loin aux événements, mais aussi des Français, comme Jules Roy et José Aboulker, compagnons de la Libération, proches du général de Gaulle, qui ont dénoncé publiquement la répression du 8 mai. Pour autant que je sache, moi qui ne suis pas historien, ni témoin, Jules Roy et José Aboulker n'étaient pas plus présents à Sétif le 8 mai 45 que Madame de Seigne. Ils sont donc pas plus témoins directs qu'elle, mais simplement, eux sont des témoins qui dénoncent la répression du 8 mai, alors que Madame de Seigne est un témoin qui dénonce la falsification de cette affaire d'une façon définitive, je le dis. Je vous invite vraiment à lire son livre, je pense qu'on le trouve encore, il s'appelle La paix pour 10 ans, et je vous invite à le lire au cas où vous auriez envie de regarder l'émission de ce soir sur Arte pour vous laver la cervelle après. Je ne vous donnerai qu'un détail, c'est que, j'aurais jamais dû employer ce mot-là dans pareilles circonstances, je ne vous donnerai qu'une précision, c'est que les auteurs de l'émission soutiennent que, plutôt donnent la parole à des témoins, à des Algériens, qui soutiennent que la répression de Sétif a fait 45 000 morts, ce qui est une folie totale. Les historiens les plus catastrophistes situent à 10 000 le nombre des victimes, les historiens plus sérieux les situent à 6 000, et l'argument des catastrophistes à 45 000 morts, c'est de dire que on n'a pas pu établir le chiffre exact des morts, faute de documents précis, puisque les archives étaient mal tenues, ce qui est un mensonge absolu, parce que les archives en Algérie, le département français à l'époque, étaient tenues exactement comme les archives en France, c'est-à-dire que les mairies tenaient à jour un état civil très scrupuleux, et d'autre part, à l'époque, particulièrement, tout le monde se faisait recenser, pour une simple raison, c'est que il y allait de la vie des gens, puisque c'était le seul moyen d'obtenir des cartes d'alimentation qui étaient indispensables. Et donc il n'y avait pas un citoyen algérien en 1945 qui n'était pas recensé, tout simplement pour recevoir ces cartes d'alimentation. Et on peut donc savoir, à la dizaine près, combien il y a eu exactement de victimes à Sétif. Le chiffre n'a jamais été rendu public pour l'instant, pour autant qu'on sache. Et donc le chiffre de 45 000, qui est un chiffre purement inventé, n'a servi, apparemment ces gens-là ont retenu d'autres leçons, qu'aux Algériens à réclamer, voilà 3 ou 4 ans, l'indemnisation à la France des 45 000 morts de Sétif, à raison, je sais pas, de 1 million de francs
par mort ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il réclamait quelque chose comme 75 milliards de francs à la France pour avoir assassiné, entre guillemets, 45 000 personnes à Sétif en 1945. D'ailleurs, je vous prie de noter l'étrange consonance 45 000, 1945, tout ça manque un petit peu d'imagination. Enfin donc, si vous voulez voir une émission de pur et simple trucage historique, avec censure des témoins qui ne sont pas politiquement corrects, vous pourrez regarder ce soir l'émission sur Arte qui s'appelle, je vais vous donner le titre, 8 mai 45, les massacres de Sétif, un certain 8 mai 45, et c'est une émission présentée par Alexandre Adler. Alexandre Adler est un personnage très intéressant, car c'est le seul soviétologue qui ne parle pas un mot de russe. Ce qui, naturellement, lui évite de se faire intoxiquer par la presse russe. Voilà. Je voudrais lancer une idée, mais je ne sais pas si je dois le faire, parce que ça pourrait paraître déplacé par les temps qui courent. Mais voilà. Il y a bientôt, maintenant, 10 jours, un malheureux Marocain s'est noyé dans la Seine, ou a été noyé dans la Seine, et on nous dit qu'il a été noyé par des skinheads. Monsieur Vievorka, dans un article publié par... vous savez quoi, Michel? Vous vous souvenez dans quoi Vievorka avait écrit ça? Enfin, avait dit que depuis l'affaire de Carpentras, tous les skinheads de France étaient fichés dûment et sérieusement fichés. Donc ils sont à peu près 2-3 000, mettons 5 000. Il y a donc 5 000 suspects en France, et ça fait 10 jours que la police mobilisée pour retrouver les assassins du malheureux Marocain. Dans la tribune, non? Peut-être dans la tribune. Non, je crois, je sais pas. Enfin, n'insistons pas. Ne donnons pas de fausses précisions si on les a pas. En tout cas, il a dit ça d'une façon très précise, que grâce à Carpentras, on avait fiché entièrement la petite famille des skinheads, y compris ceux qui vont au match de foot et qui nous empêchent de circuler et de nous garer. Et donc on a fait la police, normalement, depuis 10 jours, a écumé les milieux skinhead. On a arrêté 30 qui ont été relâchés, à l'exception d'un pour port d'armes prohibées. Il avait peut-être un stylo sur lui. C'était peut-être un de ceux qui savent lire et écrire, on ne sait pas. En tout cas, ils ont été remis en liberté, et au bout de 15 jours bientôt, on n'a toujours pas identifié les assassins, bien que on ne... Quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire, Victoria? Il y a une auditrice qui nous signale que sur RTL, on vient d'annoncer que 5 skinheads avaient été arrêtés à Reims. Ces derniers ont précisé qu'ils n'avaient rien à voir avec le Front National et que leur but était surtout de perturber le défilé du 1er mai. Bon, ben c'est très bien de les avoir arrêtés alors. Mais c'est une précision intéressante. En tout cas, voilà. Moi, je voudrais que quelqu'un, alors je ne sais pas qui, est-ce que ça peut être Jean-Marie Le Pen, est-ce que ça peut être le Front National? Je crois que maintenant, il faudrait lancer une énorme opération en disant, voilà, on va donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, 100 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs, à la personne qui permettra l'identification, l'arrestation et la condamnation du ou des assassins d'Ibrahim Bouharam. Pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est nous les victimes pour l'instant. Il y a Bouharam, bien sûr, qui est une victime, ça c'est clair, lui il est noyé. Mais nous, on est littéralement ensevelis, passez-moi l'expression, éloignez les enfants de l'appareil, on est depuis 15 jours ensevelis dans un tonneau de merde. Et moi je ne peux plus supporter d'être injurié par Juppé, par Collard, par Fodessila. Parce que si monsieur Juppé veut défendre les droits de l'homme, avant de venir emmerder le Front National et les militants nationalistes et les patriotes en France, il ferait mieux d'aller moins faire le malin, d'aller moins faire des caresses et des lèche-cuteries aux assassins chinois, aux ordures cubaines. Il faut quand même pas oublier que ces gens qui veulent donner au Front National et à des patriotes français des leçons de défense des droits de l'homme sont des gens qui ont reçu Castro, l'assassin, le dictateur sanglant Castro à l'Élysée il y a quelques semaines, qui sont allés faire des grâces aux dirigeants chinois, qui sont en ce moment à Moscou pour aller saluer l'assassin des Tchétchènes, qui sont en Bosnie, en Croatie, en Serbie, incapables de prendre une décision politique sérieuse pour ramener l'ordre. Ce sont des lopettes, ce sont des dégonflés, ce sont des moins que rien, en face de n'importe quelle force, en face de n'importe quelle puissance, ils se comportent comme des trous du cul, mais en face de nous, Front National, qui n'avons aucun moyen de nous défendre, ni la radio, ni la presse, ni la télévision, ni rien du tout, ils se conduisent comme des caïds,
Moi je dis que ces gens qui roulent les mécaniques en face de nous sont des ordures. C'est trop facile de faire ça. Alors maintenant, il faut qu'on tire cette affaire au clair. Il faut qu'on tire l'affaire de Carpentras au clair. Il faut que la vérité sur Carpentras soit dite. Elle est connue, la vérité sur Carpentras. On sait quel est le salaud qui a fait la profanation de Carpentras. Mais personne n'ose le dire. Parce que comme le disait Monsieur Brun, la vérité sur Carpentras, ça aurait pour résultat de dédouaner le Front National et de faire peser un fort malaise. Et si vous voulez savoir la vérité sur Carpentras, je ne fais pas de publicité, vous n'avez qu'à lire le livre journal qui est paru ce matin. Je l'ai dit, la vérité, parce qu'il y en a marre de ce mensonge. Et il faut savoir la vérité sur l'assassinat d'Ibrahim Bouharam. Moi, je pense personnellement que des gens ont payé des types pour se déguiser en skinhead et pour assassiner ce Marocain pour provoquer un incident. Parce que c'est pas possible qu'on nous explique en même temps que ces skinheads avaient des balafres sur la gueule et qu'on soit incapable de nous dire s'ils ont 20 ans ou 50 ans. Il n'y a pas un témoin qui a été capable de dire l'âge. Il y avait 2100 flics qui étaient sur place. Il y avait la brigade fluviale qui était sur place. Il y avait un joueur de saxophone qui était à 10 mètres. Il y avait un bouquiniste qui était à 20 mètres, qui a assisté à toute la scène. Personne ne s'est mis à l'eau pour sauver ce malheureux. Personne n'a pu identifier correctement ces prétendus assassins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on va pas arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Alors je dis, il faut donner beaucoup d'argent. Il faut dire, voilà, il y a 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs pour celui qui balancera ses ordures. Et étant donné ce que sont les skinheads, il est très probable qu'à ce moment-là, si c'est vraiment un skinhead qui a fait le coup, il s'en trouvera un pour prendre le fric et balancer ses copains. Alors j'en appelle à ceux qui sont intéressés par cette histoire. Je ne sais pas si le Front National le fera, je ne suis pas conseiller du Front National, je ne sais pas si ça sera quelqu'un d'autre. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une institution quelconque, un parti, une organisation qui prenne ça en main, qui réunisse le fric et qui dise voilà, on achète la vérité. Parce qu'il y en a marre. Puisque le pouvoir est incapable de dire la vérité, puisque la police est incapable d'éclairer cette vérité, nous on va le faire. Et on va le faire avec la seule arme qu'on ait entre les mains, et encore à petite dose, l'argent. On va payer les gens pour vendre ces salauds. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, si vous voulez participer à ça, vous me le faites savoir, soit au journal demain, soit à la radio ce soir, c'est plus possible. On ne peut plus se laisser traiter de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on est? Moi je suis un père de famille, je suis un honnête citoyen. J'ai jamais été condamné en dehors des procès de presse. De quel droit on vient me traiter de cette façon-là? De quel droit on traite Bernard Anthony de cette façon? De quel droit on traite Le Pen de cette façon? Qui sont ces gens pour nous parler comme ça? Qui est Monsieur Fodessila? D'où il vient? Qui est Monsieur Collard? De quel droit il vient nous insulter, celui-là? Le tapis du barreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui on est pour nous traiter comme ça? Moi, j'ai jamais tué personne. Moi, je fais pas faire de mine et de grâce à monsieur le successeur de Mao Tse-tung ou à monsieur Eltsine ou aux pires assassins. Enfin, c'est plus possible qu'on accepte ça. Il faut se révolter contre ça. On est là, on dit rien, on passe notre temps à se plaindre en disant oh là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants, c'est pas possible. Et après, on va le dimanche voter pour monsieur Chirac qui la veille nous a dit qu'on était des pourris et des pestiférés. Mais on n'a pas d'honneur, c'est pas possible. Bon, j'arrête parce que je sens que je vais m'énerver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, j'ai dit ça. Oh, il y a un truc très très drôle. Ah, je vais vous infliger ça. Je peux, monsieur Anthony, 5 minutes pour détendre un peu l'atmosphère? Voilà, en décembre 94, il y a un journal que j'adore, qui est vraiment c'est un modèle de grande presse. Vous savez, la grande presse, c'est quelque chose. VSD. N'est-ce pas, mon cher Blanzard? C'est mon préféré aussi. C'est votre préféré aussi. Grâce à vous, d'ailleurs. Je ne connaissais pas avant. Mais... Alors, il y a quelques années, monsieur... qu'est-ce que je dis il y a quelques années? Quelques mois, monsieur Siegel, dans VSD, a publié un truc formidable. Il a publié « Quel président pour les Français ?» C'était le 15 décembre 91. Non, 94. Quel président pour les Français? Les voyants répondent. Alors, il y a 10 voyants qui répondent. Alors, c'est formidable parce que c'est en 94, hein. C'est-à-dire décembre 94. C'est-à-dire, c'était 5 mois avant l'élection. Alors ça, normalement, les journaux, surtout VSD d'ailleurs, devraient être biodégradables. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors voilà. Vous savez, par exemple, Madame Jannick David. Jannick David, c'est pas n'importe qui, elle est astrologue et voyante, elle organise à partir de janvier 95 des séminaires de voyance et d'astrologie dans son manoir de Perros en Malgonac près de Pontivy.
600 balles la consultation. Donc vraiment, si vous avez 600 francs à foutre en l'air, ou vous vous abonnez au Libre Journal, ça tombe bien, c'est exactement le prix de l'abonnement. 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. C'est le Libre Journal imprimé, qui n'a rien à voir avec le Libre Journal parlé. Ou alors, vous allez voir Madame Jannick David, qui est quand même dans la série des voyantes, elle mérite le déplacement, puisqu'elle dit, voilà, c'était quelques semaines après que Jacques Delors ait dit qu'il n'y allait pas. Vous vous rappelez que Jacques Delors avait dit, je ne veux pas être candidat. Donc, Madame Jannick David, 600 francs la consultation, nous dit « Ma conviction est qu'à partir du printemps, il va se produire un bouleversement qui obligera peut-être Jacques Delors à revoir sa position. » Voilà. Et à ce moment-là, elle a un flash, nous dit le journaliste. Elle a un flash. Delors est élu, et je le vois parlant avec Raymond Barre, lui proposant de faire équipe avec lui. Pour moi, Raymond Barre pourrait être Premier ministre. Et Jannick, de voir également Tapi se présenter. Voilà. Donc ça, c'est Madame Jannick David, 600 francs la consultation. Malheureusement, il ne donne pas l'adresse, autrement je vous l'aurais indiqué. Vous savez, c'est comme quand on voit un copain arriver, on lui dit, dis non, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur, parce que comme ça, j'irai ailleurs. Alors, il y a Ghislaine, maintenant. Ghislaine, qui est voyante, guérisseuse, et des clients qui se déplacent de toute la France. Pas mieux de rester chez eux. 280 francs la consultation, c'est moins cher que Jannick David, quand même. Ghislaine, pour moi, ce sera Balladur. Je ne suis pas astrologue, mais il me faut des chiffres pour démarrer. J'entends oui ou non dans ma tête. C'est clair. Pour Balladur, donc, elle confirme, c'est oui. Nous lui tendons à présent la photo de Jacques Chirac. Non, il ne sera pas président. Je ne vois pas Michel Rocard se présenter. Jacques Lang, oui. Le seul homme qui pourrait, selon moi, être crédible au Parti Socialiste, c'est Martine Aubry. Bon, on pourrait peut-être lui offrir des lunettes à cette dame. Après, vous avez Lila Kerlan. Alors Lila Kerlan, là, c'est formidable, parce que elle donne des explications. Elle est voyante astrologue, elle avait prévu la chute du mur de Berlin, le mandat de François Mitterrand, la guerre au Rwanda, des choses qui étaient vraiment extraordinairement difficiles à prévoir. Elle, c'est 900 francs la consultation, c'est pas pour rien. C'est 1 an et demi d'abonnement au Libre Journal de la France courtoise. Alors elle dit, Michel Rocard devrait se présenter et prendre la campagne au pied levé. Lion ascendant Balance, il a du punch. Voilà, c'est pour ça parce qu'il est Lion ascendant Balance. Et alors Delors, il va se présenter, mais s'il se présente pas, ce sera Balladur qui arrivera devant Rocard. Même si l'actualité me donne tort aujourd'hui, j'ai bien l'impression que Jacques Delors finira par se présenter et sera président. Et elle aussi, elle a un flash. Lila s'arrête, son regard se fige et tout à coup, c'est Lila Kerlan voyante qui se met cette fois à parler. J'ai vraiment l'impression que Jacques Delors sera président. Je le vois en train d'accueillir un chef d'État africain sur le perron de l'Élysée. Elle avait compris que le mec, à peine élu, il allait falloir qu'il donne du fric. Mais elle s'était trompée sur le... Voilà. Alors Isabelle Maurice, astrologue, 50 ans, elle édite une cassette de prévision mondiale. Alors elle n'a pas les chocottes, 600 francs la consultation. Et une cassette de prévision mondiale, attention. Pas de folklore chez elle, pas de fioriture. Un bureau dépouillé, un ordinateur, des tableaux de chiffres. L'avenir en équation. Alors équation, première équation. La popularité de Jacques Chirac, telle qu'on l'aperçoit dans son thème depuis 92, ne le prédispose pas à se hisser jusqu'au rôle de président de la République. Je le vois davantage conserver sa fonction de maire de Paris pendant quelques années. Quant à Édouard Balladur, il s'achemine vers son destin sans faire de bruit à partir de janvier. La route de la présidence pourrait s'offrir à lui. Enfin, le thème de Charles Pasqua, ça c'est le plus joli. Enfin, nous dit Madame Isabelle Maurice, 600 francs la consultation, éditrice de cassette mondiale, de prévision mondiale. Enfin, le thème de Charles Pasqua le prédispose à un poste clé en mars, mai ou juin, puis en octobre et novembre 95. Donc si vous savez, vous, où est Charles Pasqua, parce qu'apparemment il a complètement disparu, comme Schuller et Tapi, il faut lui téléphoner pour lui dire « Rentre, Madame Isabelle Maurice, t'as trouvé quelque chose ». Et puis il y a Madame Thérèse Coudry, puis on va en arrêter là, parce qu'après c'est tous les mêmes. Pour prendre la succession de Jacques Delors, dit-elle, je vois à gauche 2 candidats sérieux, Jacques Lang et Michel Rocard, et à droite, il faut compter avec l'arrivée du Bélier Raymond Barre et de Charles Millon. Alors elle, la consultation, Madame Thérèse Coudry, c'est quand même 1200 francs. Là, pour 1200 francs, vous venez d'avoir une consultation, enfin, vous avez gratuitement une consultation à 1200 francs qui vous permet de savoir que contre Lang et Rocard, elle voit Raymond Barre et Charles Millon. Mais Laurent Fabius aussi, pense-t-elle, va se présenter, car il est Lion ascendant Balance. C'est évident, on n'y avait pas pensé. Et quant à Bernard Tapie, ascendant Sagittaire, Verseau ascendant Sagittaire, il va se présenter et marquer des points. Voilà. C'était pour vous dire que, quand même, VSD est ce qu'on appelle, fait partie de la grande presse, qu'on appelle un grand hebdomadaire de la grande presse, beaucoup plus sérieux que le Libre Journal. Et si vous voulez savoir l'avenir, vous pouvez consulter de 280 francs à 1200 francs les voyantes recensées par VSD.
Bernard Anthony, sans voyante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation présente? Moyennant 600 francs ou 1200 francs, je sais pas. Oui, alors de la situation présente, je voudrais peut-être reprendre tes propos, Serge, sur l'imposture, la manipulation du 1er mai. Alors d'abord, cette idée d'offrir une récompense à qui pourrait donner des renseignements sur ceux qui ont poussé dans le malheureux Marocain dans la Seine, c'est une idée qu'avait hier mon ami Le Rachinel, et je pense qu'il devait la soumettre prochainement au bureau politique du Front National. Je pense donc que c'est une très bonne idée, parce que j'ai publié moi-même dans un communiqué toutes les analogies que nous pouvons constater entre l'affaire de Carpentras et l'affaire du 1er mai. Alors, sans vouloir revenir très longuement sur cet aspect, je voudrais rappeler que, d'abord, le défilé du 1er mai était piégé, comme les chargés de sécurité, dont notamment de Chrétienté Solidarité, l'ont constaté. Ça et là, il y avait des coups qui se préparaient. Bon, donc nous avions noté donc des provocations dans lesquelles, il faut dire, le défilé qui était accompagné d'un service d'ordre exemplaire n'est pas tombé. Mais enfin, que se passe-t-il ce jour-là? Après que le défilé est passé sur le pont du Carrousel, après que le défilé qui était terminé par d'ailleurs le cortège de Chrétienté Solidarité. La police a donc appris la noyade de ce jeune homme. La police avait 2 heures de temps pour pouvoir boucler le quartier pendant qu'il y avait le rassemblement du Front National, place de l'Opéra. Elle ne le fait pas. Première analogie avec Carpentras. À Carpentras, la gendarmerie n'a pas pu examiner les traces de ce qui s'était passé, Monsieur Jox ayant convoqué le jour même, donc le matin même, on s'en souvient, une manifestation. Deuxièmement, étrangement, comme à Carpentras, le MRAP, la LICRA, et cette fois-ci, un jour de 1er mai, 1 heure après, commence à publier des communiqués, des appels vengeurs, et le lynchage médiatique se met en place. Ces organisations travaillent donc le 1er mai, en violation du sacro-saint respect de cette fête du travail. Étrange tout de même. Et ensuite, on nous refait le coup de la piste skinhead. Rivarol a publié toute une liste. Alors, moi, je vais dire un peu ce que je pense de ces malheureux skinheads. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour eux, parce qu'à 2 reprises, ils ont perturbé le cortège de Chrétienté Solidarité les années passées, parce qu'ils ne semblent pas mus, les malheureux, par un christianisme très profond, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais je pense que si je n'ai pas beaucoup de sympathie collective pour ces gens-là, je crois qu'il faut avoir de la pitié individuelle pour ces malheureux gamins qui sont les enfants de nos banlieues, qui sont la création de notre société, qui réagissent souvent comme ils le peuvent, environnés qu'ils sont, donc par un véritable enfer. Alors, cette espèce de chasse aux skinheads, de désignation, de lynchage, ça me paraît tout à fait odieux. Et au fond, on les accuse de constituer une tribu, mais on répond par des mœurs tribales, par une régression du droit, donc à leur attitude tribale, et c'est ça qui est infiniment grave. Deuxièmement, je dois dire ceci. Je l'ai écrit et curieusement ça n'a été publié nulle part. Je me souviens qu'il y a 3 ans, il y avait une manifestation place de l'Opéra, une manifestation du Front National que Jean-Marie Le Pen m'avait chargé d'animer particulièrement. À la suite de la dispersion de cette manifestation, des gens qui ressemblaient, j'en sais rien, à des skinheads, d'autres qui appartenaient au GUD, enfin bon, il y a un petit look comme ça de ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite, je sais d'ailleurs pas trop ce que c'est, mais en fait, donc, ces gens-là, dits d'extrême droite, commençaient à harceler les forces de l'ordre. Et là, donc, je suis allé leur dire, les gars, il faut maintenant rentrer chez vous. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que ces looks d'extrême droite, ou de skinhead, ou de Dudar, que sais-je encore, ressemblaient étrangement à des militants d'une autre organisation que j'ai bien connue et qui a été fondée en 1904 à Vilnius, Lituanie, par M. Jabotinsky, qui imita d'ailleurs M. Eichmann, parce qu'on ignore que c'est sur le modèle, on ignore souvent que c'est sur le modèle du Bétard créé à Vilnius que fut créée la SA par Eichmann. Et quelle ne fut pas ma surprise de trouver là un homme que je connais bien, qui est le patron du Bétard. Et c'était des militants juifs
d'extrême droite, mais de l'extrême droite israélienne, auquel M. Fabius, on s'en souvient, c'est un article de Mme Fabius en Libération, a accordé le droit de s'armer en violation des lois de la République, qui entraînait en quelque sorte nos gens à la provocation. Alors, des skinheads, il y en a de toutes sortes. Il y a les vrais, il y a les faux. Il y a aussi les redskins. Mais enfin, le coup de la balafre. Enfin, voilà, parmi ceux qui écriront plus tard les montages de Carpentras, le montage du 1er mai. Voilà donc deux balafrés. Comme tu l'as dit, Serge, on ne sait pas s'ils ont 50 ans ou 30 ans, mais les voilà qui sont balafrés. Paraît-il, avec des balafres de 8 cm. On n'a plus mesuré, donc on n'a plus mesuré. Mais une balafre de 8 cm, ne déguise pas quelqu'un qui va en jeter à notre l'eau, ça s'appelle un postiche. Donc cette affaire-là pue la provocation. Et voilà pourquoi je crois que cette idée de le Rachinel hier, que tu aimais aujourd'hui, d'offrir une récompense, c'est, je crois, très nécessaire, parce que M. Georges avait dit qu'il connaissait les auteurs du coup de Carpentras. Nous savons qu'ils savent. Je pense qu'aujourd'hui, M. Chirac devrait avoir à honneur, s'il reçoit des grâces d'État, d'interrompre ces procédés dignes de Beria et de Goebbels et faire en sorte que la vérité éclate. En tout cas, sur ce terrain-là, nous ne les lâcherons pas, nous exigerons la vérité finira bien par être connue. Voilà, on va en rester là en ce qui concerne cette histoire. L'idée est lancée, je pense qu'elle devrait porter ses fruits rapidement. Il suffit que la décision soit prise par les gens qui ont la volonté et les moyens. Moi j'ai la volonté, j'ai pas les moyens. Je connais des gens qui ont les moyens, pas la volonté. Et puis on verra. Un mot sur Izorni ? Oui, je l'ai peu connu. Je l'ai connu il y a longtemps. Et puis bon, je ne suis pas un Parisien, je ne l'ai plus trop fréquenté. C'était un très grand avocat. Mais je voudrais saluer ici non seulement l'avocat donc des causes difficiles en 1945, l'avocat du maréchal Pétain, mais l'avocat aussi de l'Algérie française. Et il faut se souvenir, et Présent le note aujourd'hui, il y a un bel article dans Présent consacré à Jacques Izorni, rappelé qu'il fut donc suspendu du barreau en 1963 pour son indépendance, qu'il fut ensuite condamné lourdement pour insulte au chef de l'État, et qu'on me permette ici de regretter qu'il y ait encore dans le mouvement national des gens pour dire, par exemple, vous voyez, Jacques Chirac, ce qui est triste chez lui, c'est qu'il n'est pas fidèle à la voie de l'indépendance du général de Gaulle. J'en ai assez de lire cette sornette dans un journal quotidien que je ne citerai pas, parce que s'il y a bien un homme qui a trahi l'indépendance nationale, c'est bien le général de Gaulle. Je dis cela très froidement, parce qu'en fait, jugeons sur pièce, notre indépendance énergétique, l'indépendance que nous donnaient les ressources pétrolières et en gaz du Sahara, le général de Gaulle a bradé cette indépendance. Notre indépendance par rapport à l'Europe, il n'est pas vrai de dire que le général de Gaulle n'a pas voulu l'Europe. Il a voulu profondément de cette Europe-là. Alors donc, quelle indépendance voulait le général de Gaulle? Il l'affirmait par rapport aux États-Unis. Au même moment, souvenons-nous, son discours de Phnom Penh et son attitude neutraliste entraînaient l'Indochine, donc allait faire que l'Indochine allait tomber sous le joug du Viet Cong. En réalité, le général de Gaulle ne luttait pas pour l'indépendance nationale, il faisait à l'époque, souvenons-nous, une politique pro-soviétique, et on lui doit notamment le basculement de toute l'Indochine. Alors c'est quand même triste qu'aujourd'hui, certains rentrant dans le mouvement national en profitent donc pour faire sans arrêt, d'une manière plus ou moins ouverte, plus ou moins feutrée, l'apologie du général de Gaulle. Parce que pour moi, s'il y a bien un imposteur et que dénoncer en son temps, avec talent et avec raison, Jacques Izorni, c'était bien le général de Gaulle. Alors, je veux bien qu'il y ait des gaullistes parmi nous, des anciens gaullistes, c'est une affaire entendue, on peut en discuter librement, mais puisque certains nous disent ne parlez pas du maréchal dans le combat politique au quotidien, ce que je comprends, moi je dis aussi ne nous parlez pas du général, laissons maintenant les historiens juger. Mais quant à moi, je suis né en 1944, je peux difficilement parler du maréchal, de la politique de la France à cette époque-là, mais par contre, j'ai connu donc 1958 et les abandons de l'Algérie française, et je crois que il n'est pas sérieux aujourd'hui de vouloir prétendre attaquer Jacques Chirac en disant qu'il est infidèle au général de Gaulle. En réalité, par là, on veut nous faire passer la
pilule d'une adhésion, en quelque sorte, à une politique qui a été contraire profondément aux intérêts français, contraire à la cohésion nationale, celle du général de Gaulle, je tenais à dire cela. Un message vient d'arriver, Bernard, d'un auditeur qui nous dit: votre idée de récompense pour retrouver le provocateur assassin qui avait pour but de salir les nationaux est excellente. Puisse quelqu'un vous suivre. Et alors, je me demande bien ce que la presse adverse pourra encore inventer contre nous après cela. Voulez-vous que l'on adresse des dons et à qui? Monsieur Bernard Anthony veut-il essayer de regrouper tout cela? Voilà une excellente occasion de prouver à nos adversaires que nous sommes vraiment antiracistes et pas des soi-disant extrémistes. Alors, je crois qu'il faut attendre. Oui, je ne peux pas prendre du tout de décision. Non. Par ailleurs, j'ai un principe, j'en profite pour le dire, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais vous le savez, je ne suis jamais le responsable je ne manie jamais les fonds. Non pas que je crois être tout de même honnête, mais je n'ai pas confiance en moi, alors ce qui fait que chaque fois que j'organise quelque chose, je confie à d'autres le soin de tenir les comptes, et je ne suis pas signataire des comptes en banque des organisations que j'anime. Donc ce que nous allons faire, c'est proposer cela au principal chef, à celui qui a assumé le gros poids de cette ignominie, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen. C'est peut-être à lui de prendre une décision. Je pense que je lui en parlerai dès la semaine prochaine, et à ce moment-là, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Mais je remercie déjà cet auditeur, et puis je le prie de savoir aussi que la Griffe, de toute façon, va, avec son vice-président Serge de Beketch, notamment, de ce côté-là, œuvrer, donc avec beaucoup de détermination. J'en profite pour dire une indignation qui est la mienne en ce moment, et qui est celle du combat antiraciste que nous menons. Parce que s'il y a bien une nécessité aujourd'hui, c'est celle de lutter contre le racisme déferlant. Ce racisme déferlant que je voudrais noter ici. Une fois de plus, la semaine dernière, où il y a 15 jours, dans une session spéciale du Parlement européen, on nous a invités à nous recueillir sur donc les victimes de l'Holocauste, de la Shoah, du nazisme, etc. J'ai dit, bien sûr, nous comprenons que ceux qui ont perdu donc des leurs dans ces camps s'en souviennent. Et nous nous souvenons du totalitarisme nazi avec beaucoup, évidemment, de tristesse. Mais enfin, pourquoi cette sélectivité dans l'indignation? Pourquoi cette sélection dans le souvenir? Nous étions ce jour-là le 80e anniversaire du début du génocide arménien. Le génocide arménien, donc 1 500 000 Arméniens ont été tués dans des conditions d'une horreur absolument indescriptible. Donc des enfants découpés vivants sur les genoux de leur mère, selon les traditions, les pires traditions ottomanes. Je pourrais vous parler de ce génocide arménien pendant des heures, et j'invite les Arméniens qui nous écouteraient à dire que leurs défenseurs inlassables au Parlement européen donc, ont été les hommes du groupe des droites nationales, et qui visionnistes soit, parlons-en calmement, invitons les Cambodgiens, j'en ai beaucoup à son service. Bon, pour ce qui est des chiffres des exterminés de la seule Russie, bon, ils varient de 17 millions à 70 millions. 70 millions sont les chiffres de Solzhenitsyn. 34 millions, ce sont les chiffres de la Pravda. 17 millions, ce sont les chiffres des collabos du KGB. Alors moi, ça ne m'indigne pas. Je ne demande pas qu'il y ait une loi de répression de la pensée, cette intolérable police de la pensée dont a parlé Annie Triedel. Mais je demande simplement qu'avant qu'il y ait révisionnisme, il y ait déjà la vision, que l'on puisse au moins faire le tableau. Et ensuite, autour du tableau, on va discuter. Alors donc, c'est la première forme de racisme que je combats, parce que je pense que c'est un des plus inacceptables. Le second racisme que j'ai dénoncé au Conseil régional de Midi-Pyrénées la semaine dernière, c'est le racisme qui consiste maintenant à ne plus considérer qu'une seule maladie en France. En arrivant tout à l'heure à la radio, j'ai vu qu'on préparait une marche pour faire reculer le sida. Alors je tiens à dire mon indignation devant ces comédies. Parce que ces marches-là, ça ne fera jamais reculer le sida. Je sors de l'industrie pharmaceutique, j'ai été le directeur du personnel d'un grand centre de recherche, ça n'est pas avec des slogans, des banderoles et donc des marginaux de tout poil qui se promènent dans les rues qu'on fait reculer une maladie. Mais enfin, aussi, la semaine dernière, au Parlement européen, c'était le gag. Il y avait des gens, des députés qui se promenaient avec des badges anti-sida.
Alors je leur ai demandé, mais vous connaissez des gens qui sont pour le sida? Enfin, quelle est cette comédie? Mais je veux dire ceci, pourquoi cette, en quelque sorte, obsession sur une seule maladie? Alors on va dire, en fait c'est une maladie terrible, elle tue. Oui, mais en ce moment même, je pense à l'ami que j'ai perdu avant-hier qui est mort du cancer. Je pense à tous ceux qui meurent de beaucoup d'autres maladies. Alors pourquoi faut-il uniquement parler des victimes du sida? Ils sont tout aussi respectables que les victimes du cancer, de la tuberculose, de l'Alzheimer, de ces maladies qui frappent les petits-enfants, dont le nom ne me vient pas là. La myopathie, pardon. Pourquoi donc le seul sida? Et alors, une fois de plus, c'est là la manifestation de ce racisme qui sévit partout, que nous sommes les seuls à dénoncer. Alors je dénonce donc cette espèce d'orchestration donc autour de cette seule maladie, et j'invite là aussi les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont les plus non-conformistes, qui sont les auditeurs donc du bon sens français, à hurler autour d'eux, mais nous nous faisons manipuler en tout domaine. Alors moi, quand je vais dans un hôpital, j'ai autant de commisération pour les uns ou pour les autres, quelle que soit la maladie dont ils sont affectés. Faudra-t-il un jour alors nous promener avec des badges anti-tuberculose, anti-Alzheimer, etc. Tout cela est parfaitement inadmissible. Bernard, je voudrais que tu nous parles. Alors là, on va complètement changer de sujet. On va même évoquer. On va changer d'univers, changer de monde. Je voudrais que tu nous parles de ce que tu prépares, enfin pas tout seul, mais avec toute ton équipe, pour le 1500e anniversaire de la naissance de la France à Reims par le baptême de Clovis. Voilà. Alors, le Centre Charlier et Chrétienté Solidarité, le comité Clovis, dans l'optique de l'amitié française qui a toujours été la nôtre, encourage toutes les initiatives qui viseront à célébrer ce baptême de la France auquel Jean-Paul II a invité notre nation à être fidèle. Mais pour ce qui est de nous, nous avons, considérant l'importance de tout ce qui se préparait à Reims, nous avons décidé de nous concentrer sur Paris. Non pas que nous n'irons pas à Reims, nous irons à l'occasion de quelques cérémonies, mais parce que Clovis a fait de Lutèce la capitale qui est la nôtre aujourd'hui, Paris. Parce que donc c'est au cœur de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, que le cœur de la France a commencé à battre. Et au fond, notre nation existe depuis que ce cœur bat il y a 1500 ans. Alors ce que prépare le comité de Clovis, qui aujourd'hui regroupe un comité de patronage très important, de plus de 300 noms prestigieux, et il ne cesse de s'étendre, c'est donc une très grande manifestation de piété filiale, mais qui n'est pas une manifestation de passéisme. Je crois que la mémoire, ça n'est pas que de la nostalgie. La nostalgie est légitime, mais en l'occurrence, là, il ne s'agit pas de nostalgie, il ne s'agit pas donc de faire une simple commémoration du passé, il s'agit de continuer la France. Et donc de réfléchir sur ce qui fait que notre pays a tenu à travers une respiration historique donc qui est allée sans cesse d'époques de civilisation à des époques de déclin ou de barbarie. Voyez-vous, très souvent, je rencontre des gens désespérés qui nous disent « Nous sommes donc à la fin d'un monde, si ce n'est du monde. Nous n'allons pas nous en sortir. » Mais je leur dis « Regardez l'histoire de notre pays avec l'effondrement de la civilisation gallo-romaine. Il ne restait plus rien de ce bel édifice. 492, c'est la mort du dernier empereur chrétien d'Occident. On ne pouvait pas prévoir que ce jeune chef franc, donc rencontrant la foi catholique, allait en quelque sorte donc poser l'acte fécondeur de la nation française. Et puis ensuite, évoquons 800, c'est Charlemagne, c'est l'Empire romain qui revient, c'est les écoles qui renaissent. Et pourtant, l'an 1000, quel état de la France 2 siècles après. Et dans cette désolation de l'an 1000, il y a quand même eu le Capet qui est là. Bon, mais on ne le connaît pas. Donc nous savons qu'il était là. À l'époque, il ne s'en doutait pas. Hugues Capet va reprendre le flambeau de l'ordre et de la civilisation et de la sécurité. Et 2 siècles après, c'est le grand Moyen-Âge. Et voyez-vous, notre histoire de France est une histoire comme ça, toujours recommencée. Alors, le message que veut lancer le comité Clovis, c'est un message d'espérance. Parce que, au IVe siècle,
au 7e siècle, au 10e siècle, au 14e siècle, avec la Grande Peste, et au 15e, pardon, parce qu'il y a la Grande Peste, et avec les guerres de 100 ans, tout paraît fichu. Eh bien, ce n'est jamais fichu. Il y a du déclin, et puis le sacrifice de Jeanne, et quelques dizaines d'années après, c'est la douce France. Alors donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons toutes les submersions, toutes les invasions, mais la France en a connu d'autres. Les civilisations sont mortelles, dit Paul Valéry. Oui, mais les peuples, pas si facilement que cela. Les peuples se continuent à travers l'histoire. Vous voyez l'extraordinaire résistance des Libanais, des Grecs, dont ils peuvent être envahis, ils peuvent être submergés, ils peuvent être opprimés. Les peuples continuent, on ne les tue pas si facilement. Il y a un exemple quand même qui est plus frappant, je dirais, que tous les autres, parce que oui, et le peuple juif, et l'admirable peuple juif qui se continue à travers. Alors le peuple français va continuer. Moi, quand je regarde aux sorties de nos églises, les familles nombreuses, quand je regarde donc ces jeunes officiers, ces jeunes cadres, ces jeunes ouvriers dans le Front National par milliers, je me dis que notre peuple n'est pas foutu. Il peut être diminué numériquement, mais tant qu'il n'est pas anéanti par donc une bombe atomique ou des bombes atomiques vitrifiant tout de notre pays, je crois que nous devons le continuer. Alors, ce que nous allons faire, je peux le dévoiler aujourd'hui, le lieu, je ne le dis pas, parce que nous avons donc une idée, je pense, très, 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 très belle. Nous allons d'abord présenter un très grand film. Ça sera un film en 35 mm, 15 siècles d'histoire de France, mais tourné vers l'espérance. Un rassemblement ensuite, comme je voudrais qu'il soit le plus beau de notre mouvement national. Alors, je n'en dévoile pas davantage, mais nous avons déjà bien travaillé, donc ça sera pour l'Ascension 1996, c'est donc à Paris. Nous avons pris cette date-là pour ne piétiner aucune dans des cérémonies organisées par d'autres. Il y a les pèlerinages de Chartres de la Pentecôte, il y a dans tout le calendrier de Reims que j'ai vu attentivement. Alors je demande ici aujourd'hui que, évidemment, aucun mouvement, association, ami n'organise quoi que ce soit pour l'Ascension 1996. Je l'ai déjà annoncé, parce que nous avons là ce très grand projet. Ça n'est pas un projet personnel une fois de plus. Je sais que nous allons appeler toutes les composantes du mouvement national et du mouvement chrétien à nous rejoindre pour dire il faut que France continue. Donc c'est cela bien qu'il faut comprendre. Il s'agit là d'un acte d'espérance dans l'avenir français en méditant ce que nous avons été pendant 15 siècles. Merci Bernard. Eh bien, je ne pourrais que reprendre le propos d'un auditeur qui téléphone en disant « Merci, j'étanche ma soif de vérité en vous écoutant ». Eh bien, écoutez, s'il veut l'étancher davantage, et j'en termine là, parce que Suzanne Labin est après et beaucoup d'autres, j'invite aussi les jeunes gens qui nous écouteraient, et même les moins jeunes, mais qui ont une âme de militants, à venir à notre université de la Reconquête, qui va être cette année dans un cadre prestigieux, c'est celui du Château du Barou, près du monastère bien connu, mais le Château du Barou, c'est quelque chose de très 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 beau. Cette université a lieu la dernière semaine de juillet, on peut en trouver le programme tous les jours, ou très souvent dans présent en tout cas, et elle se terminera d'ailleurs par une très grande journée portes ouvertes, et lors de cette journée, donc notamment parmi les orateurs, je voudrais t'en faire la surprise, c'est un animateur de radio Courtoisie qui s'appelle Serge de Bétech, et qui me donnera bien 30 secondes pour dire aux auditeurs que j'aimerais qu'il photocopie l'éditorial de son libre journal que je viens de lire du libre journal La France courtoise. Je tenais à dire cela, ça m'embête un tout petit peu d'être flagorneur, j'aurais davantage aimé une polémique avec toi ce soir, mais je pense dont tu vas être un tout petit peu gêné, mais cet éditorial est très beau, c'est la réponse au 1er mai, alors si chaque auditeur de Radio Courtoisie se précipite sur le libre journal La France courtoise, et ensuite va dans son administration où il y a des machines à photocopier qui ne servent généralement à rien, ou pas à grand chose en tout cas, et s'il photocopie 100, 500 ou 1000 éditoriales de Serge de Bétech, qu'il distribue cela ensuite dans son entourage, je crois qu'il aura fait un bon travail. C'est là pour dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous, députés du Front National, nous sommes d'abord et toujours des militants, et on a la forme. Merci Bernard. Cela dit, j'ai une meilleure idée. Plutôt que de faire des photocopies, je préférerais que les auditeurs achètent le journal. Oui, mais les photocopies avec tout de même le bulletin d'abonnement, voilà qui est un bon travail, et qui devrait permettre au Libre Journal de trouver dans les 40 000 abonnés qu'il devrait rassembler très prochainement. Merci Bernard Anthony. À bientôt. À bientôt. Revenir. Il y a deux personnes,
deux amis dont je suis sûr qu'à chaque fois ils font un tabac, c'est Bernard et Roger. On peut le faire venir. Il n'y a pas de souci à se faire sur la suite de l'émission. Merci. Suzanne Labin, pardon de vous avoir fait attendre. Nous avons manqué à la galanterie, mais vous savez, les militants ne sont pas toujours galants. Je vous ai invité parce que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt un livre qui n'est pas de vous, pour une fois, mais qui est un livre sur vous. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes une femme étonnante. Il faut bien parler dans le micro, me signale-t-on, mais vous n'avez pas encore parlé, donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas entendu. Vous êtes une femme étonnante, je l'ai toujours pensé, et d'ailleurs, Elie Hatem, qui est parmi nous, qui va revenir s'asseoir avec nous, a intitulé son livre « L'étonnante Suzanne Labin ». Alors, je voudrais vous demander, la première question que je voudrais vous poser, c'est quel effet cela fait-il de devenir, de son vivant, le héros d'un livre? Je m'y attendais pas, mais je trouve ça... Je ne suis pas le héros. L'héroïne. L'héroïne. On traite de moi dans un livre, je considère qu'il n'y a aucun héroïsme à faire une chose pareille. Mais bon, l'héroïsme, c'est pas le fait pour vous d'être le sujet du livre d'Elie Hatem, c'est plutôt votre vie, il faut le dire, votre vie de journaliste et d'écrivain. Et évidemment, les gens peuvent se dire, mais pourquoi le sénateur Dodd a salué Suzanne Labin au Sénat américain comme la Jeanne d'Arc de la liberté? Oui, pourquoi American Legion l'a présentée sur sa photo de couverture? Pourquoi, alors qu'elle n'est pas prophète en son pays, elle l'est aux États-Unis? Alors là, je pourrais répondre ce qui s'est passé et pourquoi. Mais moi, ce qui m'intéresserait plus, tout de suite, on va parler de ça après, mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous me disiez quel est le déclic qui a transformé une scientifique. Vous étiez, je crois, chercheuse en chimie. J'ai fait une licence et sciences en chimie. C'est ça? Qu'est-ce qui transforme une chercheuse en chimie en Alors, journaliste de combat? J'étais en train de faire une thèse de doctorat en chimie sur les gaz quand j'ai écrit dans une revue un article sur les femmes soviétiques, la condition de la femme en Russie soviétique. Et là, un éditeur, celui de Kravchenko, je crois que c'est celle, est venu me trouver, m'a dit, vous paraissez bien informé, est-ce que vous pourriez pas m'écrire un livre sur la Russie soviétique? Et j'ai répondu oui. J'ai mis 3 ans, j'ai sorti un livre de 500 pages qui a été traduit en 10 langues, il s'appelait Staline le Terrible. Alors, et alors, à la suite de quoi, je travaillais dans les gaz qui faisaient pleurer, j'ai abandonné ma thèse de doctorat et je me suis mis dans la politique qui me faisait aussi pleurer, évidemment. Ce que je voudrais dire aux jeunes auditeurs, c'est que il leur est certainement difficile, je le dis vraiment sans aucune arrière-pensée de flatterie, il leur est certainement très difficile de mesurer l'extraordinaire courage qu'il vous a fallu pour faire ce que vous avez fait. Parce que il faut savoir que cet engagement journalistique, cet engagement d'écrivain d'histoire contemporaine, vous l'avez pris à une période où ça présentait un danger mortel. C'est-à-dire un danger mortel sur le plan physique, un danger mortel sur le plan moral, un danger mortel sur le plan de la réputation, car à l'époque, l'Union soviétique, les organes, comme disaient les soviétiques, étaient tout puissants. La France était un pays totalement asservi intellectuellement. 25% de députés communistes. Et toute une presse qui était littéralement empestée de communisme et qui combattait avec toutes les armes de la calomnie, de l'ignominie la plus baveuse ceux qui n'étaient pas dans le rang. Et les intellectuels, Malraux et camarilla d'intellectuels. Ouais. Vous avez à propos de Malraux une anecdote qui est tout à fait éclairante. Je voudrais que vous nous la racontiez. Oui, mais je vais vous la raconter en disant 2-3 mots avant. Oui, bien sûr. Ce qui m'a frappé surtout à l'époque, c'est qu'on ne préparait pas, on préparait la guerre qui n'aurait pas lieu, la nucléaire, parce que l'équilibre de l'horreur me faisait penser qu'on n'oserait pas aller jusqu'à faire.
Mais on ne se défendait pas du tout contre celle qui avait lieu tout le temps, c'était la guerre subversive, et les communistes ont conquis la moitié de la terre grâce à la subversion. Le Kremlin disposait de 2 armées, une armée la militaire et une armée politique, dont les armes étaient la propagande, le noyautage, l'infiltration de la presse, des syndicats, la guérilla, les émeutes, les assassinats. Diem, Général Park, Kennedy, etc., ont été assassinés, et les mensonges. Et là, j'en arrive à Malraux. Les mensonges, pour vous montrer à quel point le mensonge peut jouer un rôle immense, c'est celui que Malraux a fait en disant que les communistes, Chiang Kai-shek en Chine, avait jeté des communistes vivants dans des chaudières de locomotives pour les faire brûler. Cela, tout le monde l'a cru, parce que d'abord ça venait de Malraux, et les Américains ont cessé d'aider Chiang Kai-shek, et le manque d'aide a fait que Chiang Kai-shek a perdu la Chine, et la Chine est tombée dans les mains des communistes. Bon. Or, moi, je vais à Hong Kong, j'ai fait 25 fois le tour du monde, j'ai écrit 25 livres, et je vais à Hong Kong, j'interrogeais toutes les personnes qui se sauvaient à l'époque, il y avait une famine. Et l'un d'eux m'a dit, je parle de Malraux, des gens jetés dans les chaudières de locomotives, ils me disent non, nous, en Chine on n'a jamais parlé de ça, on ne comprend pas, et d'ailleurs, les chaudières de ces tortillards de 1927 auraient été trop petits pour pouvoir contenir un être humain. Alors, quand je suis revenue en France, je me suis dit, je vais écrire une lettre à Malraux. J'écris une lettre à Malraux pour lui demander qu'est-ce qu'il en était de ces communistes jetés vivants dans des chaudières de locomotives, et il m'a répondu, cette lettre écrite de sa main: Chère madame, je pense que la nature propre du roman, même si le romancier attache le plus grand prix à l'exactitude des faits historiques qu'il rapporte, est inconciliable avec la discipline de l'esprit à laquelle l'historien a choisi de se soumettre. Les faits rapportés dans mes romans ne peuvent donc être retenus par vous que lorsque vous les retrouvez dans des textes contemporains auquel peut s'appliquer la critique historique. Il reconnaissait qu'il avait menti, et ce mensonge avait livré un pays de près d'1 milliard d'hommes aux communistes. C'est une très très belle démonstration de la force de l'intoxication par les voies, par des voies non, si j'ose dire, non naturelles, parce que Malraux n'a pas annoncé ça. Ça n'a jamais fait la une d'un journal. Malraux n'a pas écrit un article pour dire scandale, Chiang Kai-shek utilise les prisonniers communistes comme carburant pour ses locomotives. Il a simplement écrit dans un roman, qui est La condition humaine, je crois, en quelques lignes, il a rapporté ça. Alors, il y a un exemple parallèle qui est dans La Peau. Malaparte invente des choses totalement folles sur le comportement, sur les événements de la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Et après, Malaparte a reconnu, il dit oui, j'ai menti. Et alors, seulement ce mensonge mais ça joue un rôle énorme, joue un rôle formidable dans la propagande. Alors, j'ajouterais, la guerre politique que mènent les communistes n'a rien à voir avec l'idéologie communiste. Car Staline, Mao ou Pol Pot sont beaucoup plus loin de Karl Marx et d'Engels que le pape Borgia ne l'était du Christ. Les partis communistes du monde libre ne sont pas des partis politiques, mais des départements de l'appareil d'État soviétique. C'est donc le drame, je finis là, de la démocratie, car elle doit combattre un ennemi extérieur en même temps qu'une opposition intérieure soudoyée par l'ennemi extérieur. Alors, je remarque une chose, Suzanne Labin, c'est que vous parlez au présent. Qu'est-ce que pensez-vous de ce qu'on entend dire aujourd'hui partout? Oh ben le communisme c'est fini, c'est enterré, il s'est effondré, l'effondrement du communisme a changé la face du monde, etc. Quelle est votre opinion là-dessus? Vous qui êtes une spécialiste de ces questions depuis plusieurs dizaines d'années. Malheureusement, je vois qu'il ne s'est pas effondré parce que nos cerveaux ont été à tel point intoxiqués, pourris,
que c'est resté. Regardez, le Parti communiste français va repartir, et l'autre fois il y avait une fête et il y avait, je sais pas, 50 000 communistes. Est-ce qu'il vous paraît toujours aussi considère que c'est abominable de parler d'Hitler, mais les communistes, on les traite comme s'ils étaient des citoyens comme les autres. Est-ce que le communisme vous paraît aussi dangereux? Quand vous voyez, par exemple, comme on l'a vu hier et aujourd'hui... En Lituanie, ils ont voté, en Pologne, dans différents pays. On en est actuellement à proposer que Pol Pot rentre dans un gouvernement. Pol Pot qui a tué un homme sur 3 au Cambodge. Quand vous voyez le défilé de la victoire du 8 mai à Moscou, on a vu ça hier sur les écrans de télévision, oui. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh, je comprends en même temps qu'on veut essayer de renouer, de faire un ensemble. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de c'est terrifiant dans le fait qu'on nous dit depuis 3 ans, l'armée rouge c'est fini, c'est une espèce de corps qui va à volo, qui est foutu, où les officiers sont affamés. Ce qui est vrai aussi. Oui, mais on a vu défiler sur la place rouge des unités extraordinaires, on a vu du matériel. Ma thèse, c'est que c'est pas cette armée-là qui est la plus dangereuse pour nous, c'est l'armée politique qui est chez nous. Alors comment expliquez-vous que le cœur, le cerveau ayant disparu, on nous dit que le KGB n'existe plus, les organes continuent à fonctionner? Pour une bonne raison, c'est que seuls les fonctionnaires communistes savaient faire une campagne politique. Lorsqu'on repasse aux élections, ce sont les communistes qui gagnent. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui savaient faire un tract, coller une affiche. Le brave russe qui doit gagner sa soupe toute la journée, il ne sait pas faire de la politique, c'est un métier. Donc, évidemment, maintenant, dès qu'on s'adresse à la population pour la faire voter, elle vote dans ces pays-là, ce sont les communistes parce qu'eux savent le faire. Justement, ça a été leur boulot d'infiltrer les organisations individuelles. Elles continuent. Eliatem, je me tourne maintenant vers vous, parce qu'après tout, c'est vous qui êtes l'auteur de ce livre, un livre qui s'appelle L'étonnante Suzanne Labin, son œuvre, sa lutte, son message. Pourquoi avez-vous vous êtes tout jeune, hein, apparemment vous avez, je crois, 25 ans au maximum, vous êtes professeur d'université, dans une université française très bon et compliment. américaine. Je vois, vous faites très jeune, enfin, je sais pas quel âge vous avez. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Bon, Quel âge vous avez? Je ne le dirai pas voilà, pour vous d'ailleurs. Tout à fait. Vous êtes juriste international, donc on pourrait penser que, étant donné, j'espère que Madame Labin ne va pas prendre mal ce que je vais dire, mais on pourrait penser qu'étant donné votre stature d'universitaire international, de juriste international, vous auriez eu d'autres sujets de préoccupation, d'autres sujets d'intérêt qu'une journaliste française, même si elle est mondialement connue, parce que Suzanne Labin est mondialement connue. C'est vrai, elle nous disait tout à l'heure qu'elle n'était pas prophète en son pays, parce que c'est peut-être en France qu'elle est le moins connu ou le plus enfermé dans le silence. Même le Dalai Lama me connaît, j'ai été le voir quand il s'est sauvé du Tibet. Voilà. Alors que apparemment la télévision française ne vous connaît pas. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, cette envie d'écrire, de consacrer un livre à Suzanne parce Labin? que tout d'abord, pour moi, Suzanne Labin n'est pas une simple journaliste. Suzanne Labin est une combattante. Est une combattante qui a eu le courage, dans les années 50, à être la première à avoir dénoncé les crimes communistes. Elle était la première, si vous voulez. Je vous coupe la parole pour un instant, parce qu'il faut que je précise, je ne l'ai pas dit, que vous êtes libanais d'origine, et que vous êtes un ami, enfin en tout cas un fidèle du général Aoum. Donc quand vous parlez de combattants, du Liban libre, voilà. Quand vous parlez de combattants, vous savez de quoi vous parlez. Justement, je voulais revenir à tous ces points-là, parce que moi, si vous voulez, j'ai rencontré Suzanne Labin pour la première fois quand j'étais étudiant ici à Paris, à l'université de Paris, lors d'une conférence en relations internationales. Et ce qui m'a frappé, c'est que parmi tous ces orateurs, qui étaient tous des chevronnés de la politique et de la diplomatie internationale, et il y avait une dame
toute petite, avec une coiffure très simple, une tenue vestimentaire très parisienne, qui parlait avec une affirmation, une force de la voix, avec une franchise qui m'a beaucoup frappé, qui était complètement différente que celle de ces hommes parce qu'elle disait la vérité. Et cette dame, c'était Suzanne Labin. À l'époque, donc, je venais du Liban, je venais quand même d'un pays qui se faisait massacrer par une puissance étrangère qui est la Syrie, qui était et qui l'est toujours soviétique, parce qu'Hafez el-Assad est un communisant, comme vous le savez, il avait signé un pacte avec l'Union soviétique. J'avais souffert personnellement donc de cette hégémonie soviétique, d'une part. D'autre part, du fait que j'ai circulé avec mes parents un peu en Europe et dans d'autres pays, j'ai connu d'autres drames, par exemple le drame de la Pologne, et c'est pourquoi j'avais beaucoup travaillé avec le mouvement de résistance polonaise Solidarność, et d'ailleurs je dirigeais les affaires étrangères, les relations publiques de Radio Solidarność ici à Paris, et dans ce cadre-là donc, j'ai rencontré Madame Labin, je me suis décidé quand même de travailler autour de l'œuvre de Suzanne Labin, cette œuvre gigantesque, comme vous voyez quand même 25 ouvrages de 1954, depuis la dénonciation de Staline le Terrible. C'était principalement, si vous voulez, l'objectif d'avoir travaillé sur Suzanne Labin. Deuxièmement, à travers tous ces ouvrages, à travers cette dénonciation franche du communisme, j'ai voulu moi-même aussi m'exprimer par ce biais-là et lancer l'idée d'un Nuremberg contre le communisme qui quand même est beaucoup plus antérieur, beaucoup plus dangereux que n'est le nazisme, parce qu'il existe encore des partis qui s'affirment communistes. Et je trouve que c'est honteux qu'en France, qu'il y ait des gens encore qui ont l'audace de voter communiste, quand il y a eu plus de 150 millions de morts par ce régime, je dis directement et indirectement dans le monde. Et c'était ça essentiellement l'objectif de cet ouvrage. Et bien entendu, parler d'une vie de Suzanne Labin qui appartenait quand même à une famille assez pauvre, une famille d'ouvriers qui était communisante et qui a découvert quand même les horreurs du communismisme. Vous avez été élevé dans une famille communiste. Qui lisait l'Humanité, qui était communiste comme ça, bien pensant, pensait que ce serait avantageux pour le peuple, le petit peuple. C'est incroyable ça. Je ne savais pas du tout ça, je suis abasourdi d'apprendre cette chose. Et après, à 15 ans, 16 ans, ma mère a voulu me mettre à travailler au poste. Puis j'ai passé un examen, un diplôme auquel j'ai été reçue, et j'ai reçu une bourse. Et c'est grâce à cette bourse que j'ai fait une licence en sciences. C'est quand même tout à fait étonnant cette rencontre entre une petite française d'une famille d'ouvriers et un universitaire qui, je pense qu'on peut dire sans vous appartenez à ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie libanaise, la bonne société, la haute société libanaise. Il n'y avait aucune raison pour que vous vous rencontriez tous les deux. Et alors dans cette conférence dont il parle, j'ai été la seule à prononcer le nom de Syrie colonialiste du Liban. Hafez el-Assad, parce que tout le monde à l'époque... Ah non, c'était une autre conférence à laquelle je vous ai convié. C'était une conférence qui a été présidée par M. Alain Poher, tout à fait, et où tout le monde a parlé. Il y avait M. Poher, M. Couve de Murville, des ambassadeurs, des anciens ministres français et étrangers, tels que aussi le colonel Hassan Aghilipour, qui est le président du cabinet iranien de crise en exil. Et tout le monde avait parlé, dénoncé quand même le crime, le massacre que nous subissions, donc au Liban, mais personne n'avait osé dénommer l'assassin, le massacreur en fait du peuple libre du Liban, qui était Hafez el-Assad. Et c'est par cette phrase que Suzanne a commencé son discours, chose qui a marqué tous ces Libanais libres qui étaient assoiffés, si vous voulez, de liberté, et c'était cette voix, je dirais ce cri de liberté qu'a exprimé Suzanne Labin qui m'a beaucoup frappé. J'ai dit, l'alliance syro-libanaise n'est qu'un Anschluss nazi doublé de razzia stalinienne. Et j'ai été largement applaudi, c'est comme ça qu'il... Et il faut du courage pour le faire. Et surtout... Justement, voilà, vous parlez du courage. Je voudrais savoir, vous connaissez Suzanne Labin, vous l'avez passé au scanner, si j'ose dire. Après ces ouvrages, quand même, une analyse d'une œuvre colossale. Alors, à votre avis, parce que Suzanne Labin doit peser 28 kilos tout habillé, tout mouillé. 34. Oui, j'étais pas loin du compte. Hein. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un tout petit bout de bonne femme. Ou, à votre avis, à vous, après je poserai la question, mais où va-t-elle chercher cette énergie et ce courage? D'où ça vient ça?
Eh bien, à mon sens, c'est une grâce que Suzanne Labin a pu obtenir, et c'est, à mon sens, de la providence, d'une part, d'autre part, par une vie très équilibrée. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est une scientifique, et moi je le dis, j'ai insisté que c'est une scientifique dans l'âme. C'est une dame qui prend soin à sa nourriture, qui est sportive, qui jusque-là, elle faisait toujours du ski. D'ailleurs, les mois de février, il ne fallait jamais la déranger parce qu'elle faisait toujours son ski. Équilibrée aussi au niveau intellectuel, c'est-à-dire, elle arrive à se faire partager son temps, un temps pour la lecture, pour la distraction et pour le travail. À mon sens, tous ces différents facteurs ont fait d'elle quand même une étonnante petite dame, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui a pu avoir cette énergie qui lui a permis quand même de puiser ses recherches, et pas simplement, si vous voulez, puiser ses recherches dans les livres, dans les sources, je dirais, qui lui ont permis d'écrire, mais aller sur le terrain, visiter les terrains, vous voyez, et avoir des entretiens avec des gens qui ont souffert du communisme. Je vais au Vietnam, il y a l'assassinat de Dinh avec Diem, monsieur et madame Godin Liu, Diem, oui. Godin Diem, et ils sont assassinés le lendemain. Je monte sur le toit de mon hôtel et je vois la présidence en flammes. Je ne peux plus rentrer à Paris, il n'y a plus d'avion. Alors, finalement, je reste 8 jours à Saigon et j'apprends des tas de choses. En particulier, que des Américains du département d'État étaient partis avec des valises pleines de dollars pour acheter les militaires qui gardaient Diem de la marine sur Saigon. Voilà. Alors, et puis bien d'autres choses j'apprends. Je me dis, je vais rentrer par les États-Unis. Je m'arrête donc aux îles, comment on les appelle, Seychelles. Oui, aux Seychelles. Oui, je rencontre Madame Hertz. Je lui raconte cette histoire et Madame Hertz me donne une lettre pour que je voie son fils. C'était dit ce que vous me racontez est tellement intéressant que ça vaut la peine que vous rencontriez mon fils à San Francisco. De tous ces événements sont sortis 3 livres. L'un, c'est un livre sur le Vietnam, Vietnam and a Witness Account, révélation d'un témoin, où je raconte pourquoi ça s'était passé ainsi. Dans le département d'État, il y avait 15 000 personnes au début de la guerre et 50 000 à la fin, et c'était des communisants qui étaient rentrés en masse. Et quand on a dit à Roosevelt, vous savez, il y a plein de crypto-communistes dans le département d'État, il a dit, ah, mais les communistes sont nos alliés, c'est très bien, il n'y a aucun dommage. Bon. Mais pourquoi les 2 autres livres étaient sur la drogue, hippie, drogue et sexe, et le monde des drogués? C'est qu'en venant par les îles Havaï, j'ai vu dans les écoles, aux portes des écoles, ils distribuaient de la drogue gratuitement pendant un bout de temps, en pensant qu'après ils deviendraient addicts et qu'ils achèteraient cette drogue. Addict, c'est-à-dire accroché. Accroché. J'écris donc un livre sur le monde des drogués, surtout que j'avais une connaissance scientifique et il fallait parler du point de vue scientifique, quel était l'effet des drogues à long et à court terme, etc., les trafiquants. Je reviens en France, je raconte l'histoire, on me dit, oh, mais il y en a autant du côté de l'Est, vous devriez faire la route du hashish. Et me voilà, un beau matin, je prends ma valise et je m'en vais en Afghanistan, au Pakistan, à Kalangoute Beach près de Goa en Inde, et je reviens avec un livre qui s'appelle Hippie, drogue et sexe. Je vous donne la parole tout de suite, on fait la pause technique. Je voudrais lire encore un petit mot. Je vais vous donner la parole, Madame Labin, mais il faut d'abord que je dise que nos auditeurs entendent maintenant la 2e partie de l'émission du mercredi, que nous allons en finir, si j'ose dire, avec l'évocation de votre vie et par l'intermédiaire du livre d'Elie Hatem. Ensuite, nous entendrons Marc Dème, puis le commandant Consol, qui nous parlera de l'Afrique et du Sénégal, plus particulièrement du Sénégal en Afrique, et puis Michel Blanza, qui attirera notre attention sur certaines choses qu'on peut trouver dans la presse, et qui montrent que décidément les journalistes ne sont pas des gens très sérieux.
Donc, Suzanne Labin, je vous ai demandé de venir ce soir parce que Elie Hatem a consacré un livre à votre personne, l'étonnante Suzanne Labin, son œuvre salue de son message. Et j'ai invité également Elie Hatem, dont je ne finis pas de découvrir qu'il est quand même un personnage assez incroyable, puisque je lis qu'il parle anglais, français, grec, arabe, espagnol, latin. Je note au passage que vous ne parlez pas chinois. Bien que dans le livre je dévoile quand même un déshonneur pour ma famille, c'est le médecin de Mao Tse-tung, c'était le docteur Ike Hatem, c'était le cousin germain de mon grand-père, qui avait fait ses études aux États-Unis, qui partait se spécialiser en Chine et qui avait rencontré Mao et il est devenu son médecin. Il était aussi auteur d'une trentaine d'ouvrages en politique internationale et en médecine. Et en plus c'était un bon médecin, hélas. Et oui. Et soigner Mao. Suzanne Labin, je vais vous poser une question parfaitement idiote, mais ça n'étonnera personne. Quel est le souvenir le plus fort que vous ayez de cette carrière étonnante? Vous nous dites que vous avez fait 25 fois le tour du monde, ça a donné lieu à 25 livres, vous avez rencontré les plus grandes personnalités dans le monde, vous avez rencontré le Dalai Lama, vous avez rencontré le président Diem, vous avez rencontré, enfin bon, on va pas énumérer toutes vos rencontres. General Park. Voilà, les plus grandes personnalités. Madame Roosevelt. Voilà. Alors, même, j'étais pas d'accord avec elle, mais je l'ai rencontrée. Oui. Truman. Pas mal. Nixon. Oui, on peut continuer comme ça. Quel est le souvenir le plus fort que vous ayez en mémoire? Très gentil. Celui justement que je voulais vous rappeler de Carlos Lacerda, qui était le gouverneur de Rio de Janeiro. C'était un homme très brillant, très distingué. J'avais écrit un livre qui s'appelait Les -5. Et lui l'a traduit en portugais au Brésil et l'a appelé Les -1. Pourquoi il est -1? C'est parce qu'il y avait le président du Brésil, Goulart, et son beau-frère, ministre de la guerre, Brizola, qui était pro-communiste, qui était en train de livrer le Brésil aux communistes. Alors, après avoir traduit lui-même ce livre en portugais, l'avoir appelé Les -1, il m'a invité à faire 1 mois de conférences au Brésil. Et j'ai parcouru, je faisais 3 conférences par jour, une le matin, en espagnol. Moi, je parle espagnol et anglais, mais je parle pas le portugais. Mais il comprenait très bien, parce que à la TV, on me posait des questions en portugais, je répondais en espagnol. Donc, on s'entendait très bien. Alors, le matin, une conférence aux étudiants, à midi aux hommes d'affaires, et le soir aux familles, femmes, ainsi de suite. Et puis, il est revenu, Goulart et Brizola ont perdu le pouvoir, d'ailleurs démocratiquement, après une élection, et quand Carlos Lacerda est revenu en France, à l'aéroport, il était accueilli par des journalistes, et il a dit « Madame, je dois saluer Madame Labin et moi, nous avons fait tomber Goulart et Brizola. » C'est un beau compliment, ça fait plaisir d'avoir évité. On peut dire que vous êtes la femme qui a évité au Brésil un régime communiste, c'est quand même pas rien. Elie Hatem, vous de votre côté, quel souvenir, quel est le souvenir le plus vif, le plus brûlant que vous ayez? Je n'ai pas vécu avec Suzanne Labin. Je n'ai pas du tout entré dans l'intimité de votre couple. D'ailleurs, j'ai voulu faire un chapitre quand même sur les différentes aventures sentimentales de Suzanne Labin, mais comme ça pourrait heurter les susceptibilités ou certaines mémoires, donc j'ai voulu quand même passer outre ce chapitre. Ça, c'est dans un coffre, ça ne ça. paraîtra que dans 50 ans. Non, mais dans la relation que vous avez, les relations que vous avez avec Suzanne Labin depuis des années, quelle est la chose qui vous a frappé le plus? Quelle est la chose que vous retenez comme la plus importante dans la personnalité? C'est surtout la rigueur de Suzanne Labin et son organisation. Il faut la visiter chez elle, à la Rutière. D'ailleurs, aux 3 Rutières, c'est là où les auditeurs peuvent se procurer l'ouvrage, pour voir la rigueur avec laquelle elle travaille, l'organisation. Tout est fiché, on a l'impression d'être dans les archives nationales chez elle. Tout est organisé, ses rendez-vous sont écrits sur un petit calepin. Elle prépare déjà à l'avance le plan de la conversation qu'elle va avoir avec ses différents interlocuteurs. Il faut voir aussi la façon dont elle traite avec les gens, c'est-à-dire dans la vie publique, je dirais, dans la vie sociale en général. Elle sait, avec chaque personne, avec chaque interlocuteur, choisir le langage, les termes.
avec des jeunes universitaires, elle peut parler de choses scientifiques, littéraires, dans les différentes sciences donc qu'ils sont en train d'étudier. Avec des militaires, elle a un langage militaire. Avec des politiciens, un langage politicien. Avec des jeunes, des petits-enfants, moi je dirais, elle a un langage quand même d'enfant. C'est ça ce qui m'a surtout aussi frappé, c'est d'un autre côté qui n'a rien à voir avec la politique de Suzanne Labin et ses idéologies et ses recherches sur le communisme. C'est ce côté personnel que je trouve très rare aujourd'hui, et c'est pratiquement impossible de trouver une dame à son âge aujourd'hui, j'ose le dire, malgré tout, qui puisse avoir, si vous voulez, cet esprit aussi jeune et en même temps aussi scientifique et aussi combatif et aussi politique. Apparemment, vous aimez beaucoup votre sujet. Est-ce que vous avez aimé le livre, Suzanne Labin? Oui, beaucoup. Bon. J'ai même été étonnée qu'il soit... D'ailleurs, tout le monde me dit, on le lit en 2 jours. J'ai fini de le lire. C'est trop de compliments, ça. Voilà, ça s'appelle L'étonnante Suzanne Labin, son œuvre salue de son message. Et c'est un livre d'Élie à thème. Alors, vous savez que Suzanne Labin fait partie des auteurs auto-édités. Oui, mais elle n'a pas jugé utile une seconde de faire gagner de l'argent aux éditeurs. Non. C'est à la suite du livre que j'ai écrit sur le Chili, Le crime de résister, où je défends Pinochet, où je montre que Pinochet n'a pas du tout été un tyran, c'est un homme très, très courtois, très gentil. Et j'attaque Allende. Allende livrait le Chili aux communistes. Je parle espagnol, je savais ce qui se passait. Une inflation de 1000%. Il n'y avait plus de lait dans les casseroles. Les femmes descendaient dans les rues pour taper des casseroles vides. C'était le désastre. Alors j'ai écrit le livre pour rétablir la vérité. À la suite de quoi, mes éditeurs, j'en avais 5 ou 6, La Table Ronde, Berger, Levrault, France Empire, etc., n'ont plus voulu me publier, ou hésitaient, ou faisaient traîner. Alors j'ai dit, bon, ça va, je m'auto-éditerai. Ça fait un gros travail, et c'est énorme d'ailleurs, je ne m'étais pas rendu compte, mais je l'ai fait. Et d'ailleurs, il y a une édition maintenant, à mon sens, qui s'appellerait, ou qui s'appelle Suzanne Labin. Alors donc, c'est les éditions Suzanne Labin. En tout cas, ce livre d'Élie à thème, L'étonnante Suzanne Labin, qui est vraiment un livre... c'est vrai, on le lit, on le dévore très rapidement, et c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est vraiment Tintin. Enfin, je raconte aussi que j'ai manqué de me faire manger par des condors au Chili. Ça, c'est ça qui m'a fait penser à Tintin. Et me faire sucer le sang par un vampire à Lyon. Je raconte aussi. À Lyon, oui, ça c'est pas très exotique. Pendant la guerre. Mais c'est-à-dire que bouffer par un condor au Chili, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Tintin en jupon. Merci Suzanne Labin. Alors l'adresse, le livre vaut 90 francs port compris, et je pense que pour ce prix-là, on peut même avoir une petite signature des deux responsables du livre. Alors c'est Suzanne Labin, 3 rue Thiers. Facile à retenir, 3 rue Thiers. T-H-I-E-R-S. Oui, parce qu'ils mettent Pierre, on n'entend pas. Oui. Ah bon, alors, T avec un T comme Thérèse, 3 rue Thiers, le célèbre assassin, mais sympathique au demeurant, 75 116 Paris. Merci à vous deux. Merci beaucoup et puis, de nous avoir invités et d'avoir fait la promotion de cet ouvrage. Ah, c'est pas la promotion. La promotion surtout de la lutte de Suzanne Labin et la dénonciation du communisme.